Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette matinale dédiée aux évolutions réglementaires extra-financières et notamment à la CSRD et à la taxonomie verte. Alors, nous serons trois intervenants au cours de cette matinale, donc de droite à gauche, Virginie Palthorpe, associée et commissaire aux comptes au sein du métier audit de Grant Thornton, Christophe Drevel, directeur au sein du métier transformation durable de Grant Thornton, et moi-même, Bertie Crichton, associée au sein du métier transformation durable de Grant Thornton. Nous allons donc, au cours de cette matinale, vous présenter les nouveautés de la CSRD et de la taxonomie européenne. Alors, pour l'agenda de cette matinale, concernant la CSRD, nous reviendrons d'abord sur les éléments clés de la directive. Ensuite, nous vous parlerons de la transposition en droit français de la CSRD, sachant que le texte transposé est sorti la semaine dernière, et donc nous évoquerons les principales nouveautés de ce texte final. Enfin, toujours concernant la CSRD, nous vous exposerons notre vision de la mise en œuvre de la démarche pour vous aiguiller éventuellement dans votre préparation. Et donc ensuite, après l'aventure CSRD, nous passerons aux exigences de la taxonomie européenne et donc rappel du contexte réglementaire et des nouveautés 2024. Donc pour démarrer, quelques rappels sur la CSRD ou Corporate Sustainability Reporting Directive. Donc la CSRD, elle s'inscrit dans le cadre du Green Deal européen et elle va remplacer l'actuel NFRD qui concerne donc l'obligation de publication d'informations extra-financières, donc informations sociales, sociétales, environnementales et de gouvernance pour certaines entreprises. La CSRD va demander une information encore plus étendue, plus précise et plus crédible, mais également comparable. Et tout cela à travers trois objectifs qui sont 1. Un changement d'échelle, donc plus d'entreprises, plus petites, vont être soumises progressivement. Aujourd'hui, 11 000 entreprises en Europe, demain plus de 50 000. Deuxième objectif, la normalisation des contenus via des normes sur les informations extra-financières. Ces normes, on les appelle ESRS et elles sont donc le pendant des normes IFRS. Et troisième objectif, le renforcement de la confiance avec une vérification obligatoire, ce qui était déjà le cas en France, mais pas partout en Europe, et le passage très probable à une assurance raisonnable à horizon 2028. Donc, les entreprises devront communiquer sur leurs impacts, leurs risques, leurs opportunités, c'est ce qu'on appelle les heroes, et leurs politiques en matière de durabilité. Et tout cela va prendre la forme d'un rapport de durabilité qui sera intégré dans une section du rapport de gestion. Et nouveauté également par rapport à la réglementation actuelle, les informations devront être publiées sous un format électronique et devront être donc balisées. Et bien sûr, la vérification de ce rapport sera obligatoire par un commissaire aux comptes ou par un organisme tiers indépendant. Alors, en ce qui concerne le calendrier d'application, il va être progressif. On va retrouver plusieurs formes d'entreprises concernées à partir de 2024, comme les grandes entreprises et ensuite plus progressivement les PME cotées ou certaines entreprises non européennes. Les entreprises seront soumises en fonction de 3 critères qu'on retrouve dans la directive comptable, que sont le chiffre d'affaires, le total de bilan et le nombre d'employés. Récemment d'ailleurs, les seuils de la directive comptable, le chiffre d'affaires et le total de bilan, ont été augmentés de 25% pour prendre en compte l'inflation. Et ce sont ces seuils-là qu'on devrait retrouver dans les décrets futurs qui fixeront les seuils pour la France. Donc les grandes entreprises déjà soumises à la NFRD aujourd'hui devront publier leur rapport en 2025, donc sur leurs données 2024. Toutes les autres grandes entreprises devront publier leur rapport en 2026 si elles dépassent 2 des 3 critères suivants indiqués, donc un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros et ou un total de bilan supérieur à 25 millions d'euros et ou un nombre de salariés supérieur à 250 personnes. Les PME cotées, elles communiqueront en 2027 sur leurs données 2026 si donc elles dépassent 2 des 3 critères de chiffre d'affaires, de bilan et de nombre d'employés. Une dérogation est cependant possible jusqu'en 2028 pour ces PME et elles pourront alors publier leur rapport en 2029.
Ensuite, pour les entreprises non européennes, elles devront publier en 2029 si elles réalisent plus de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires net dans l'Union européenne sur chacun des 2 derniers exercices consécutifs, et si elles ont une filiale soumise à la CSRD ou une succursale faisant plus de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc dans ce cas, leur rapport sera consolidé au niveau du groupe et publié par la filiale ou la succursale. Voilà, donc globalement, les filiales pourront être exemptées de publication si elles sont intégrées au rapport consolidé de la société mère, et donc ce rapport devra être conforme aux ESRS bien sûr, mais si la filiale est une grande entreprise cotée et que la société mère soit européenne ou non européenne, il n'y aura pas d'exemption possible et elle devra publier son rapport elle-même et bien sûr dans le calendrier attendu. Alors, la transposition en France, elle a été faite tout récemment par ordonnance le 7 décembre dernier et elle sera applicable à partir du 1er janvier 2024. Donc pour le moment, pas de changement majeur, mais certains éléments ont quand même été ajoutés et on va revenir bien sûr dessus un petit peu plus tard dans la présentation. Alors, nous l'avons évoqué, la CSRD va donc normer les informations à communiquer par les entreprises avec les normes ESRS. Ces normes sont parues à date et elles sont actuellement au nombre de 12. Elles couvrent les thématiques ESG, donc c'est-à-dire relatives à l'environnement, au social et à la gouvernance. Et en plus de ces normes, on a d'autres normes qui sont attendues à partir de l'année prochaine, et notamment pour des secteurs d'activité particuliers, comme les industries extractives, le transport, l'agriculture et d'autres secteurs d'activité. Ce sont des normes sectorielles. Il y aura également des normes pour les PME et des normes pour les entreprises non européennes à horizon plus lointain. Les 12 premières normes ont été adoptées par la Commission européenne fin juillet 2023 et la publication au journal officiel de l'Union européenne ne devrait plus tarder. Alors, un des concepts majeurs apportés par la CSRD, c'est le concept de la double matérialité. Et c'est finalement sur cette double matérialité que va se baser l'intégralité du reporting de durabilité. Donc, c'est une méthodologie qui s'applique. C'est un genre de moulinette. On avait la simple matérialité avant, maintenant on a la double matérialité. Et cette méthodologie, elle permet à l'entreprise d'identifier ses enjeux ESG majeurs et selon deux dimensions, deux axes. La première dimension, ce sont les impacts que l'entreprise peut avoir sur l'environnement et la société. Et la deuxième dimension, donc le deuxième axe, ce sont les impacts des enjeux de durabilité ou des risques et opportunités sur l'entreprise cette fois, et donc sur la valeur financière de l'entreprise ou sur sa performance, par exemple. Les entreprises vont donc être amenées à évaluer leurs impacts, leurs risques et leurs opportunités selon cette double vision. Et donc, clairement, le rapprochement avec les informations financières devient beaucoup plus présent. Et c'est pareil, on y revient un petit peu après dans la présentation. Alors, également, concernant la chaîne de valeur, les informations vont devoir couvrir un périmètre plus large. Les entreprises devront intégrer la chaîne de valeur de l'amont à l'aval et latéralement aussi, si on peut dire. Donc, les filiales seront bien sûr comprises, mais également les entreprises associées et les co-entreprises. L'essentiel, c'est finalement de couvrir les enjeux matériels qui peuvent survenir en amont, en aval, et donc également dans les entreprises associées et co-entreprises. Après, clairement, collecter ces informations pour leur chaîne de valeur peut être vraiment fastidieux pour les entreprises. Et dans ce cadre, la CSRD propose des dispositions transitoires pour alléger cette obligation temporairement. Par exemple, pendant 3 ans, si toutes les informations ne sont pas disponibles, l'entreprise peut en expliquer les raisons, donc elle a la possibilité de ne pas tout communiquer pendant 3 ans, mais elle devra en expliquer les raisons et détailler les efforts déployés et les démarches futures pour obtenir ces informations. À savoir également, les ESRS prévoient d'autres allègements du reporting pour les premières années qu'on peut lier à la chaîne de valeur. Et par exemple, donc, certaines informations exigées par les ESRS peuvent être absentes pendant une certaine période, comme la communication sur les effets financiers anticipés liés aux enjeux de durabilité qui peut être retardée pendant 1 an,
ou il y a également le fait de ne pas être obligé de reporter sur le scope 3 des émissions de GES pour la première année, et ceci pour les entreprises de moins de 750 salariés. Alors, avec la CSRD, on assiste réellement à une financiarisation du reporting, ce qui est assez nouveau. Et le lien donc entre la durabilité et la finance se renforce énormément. Et on va constater cela à plusieurs niveaux dans la CSRD. D'abord, dans l'analyse de double matérialité, puis au niveau des politiques et actions, au niveau des KPIs attendus également, et enfin dans la connectivité entre les états financiers et le rapport de gestion. Donc, dans l'analyse de double matérialité, la matérialité financière, elle va s'apprécier à partir de différents éléments, et notamment l'ampleur des effets financiers, comme par exemple l'incidence négative ou l'effet bénéfique à estimer sur le chiffre d'affaires, sur les parts de marché, les flux de trésorerie, l'accès au financement, le coût du capital. Et elle s'apprécie également à partir de la dégradation ou de l'optimisation de capitaux naturels, sociaux, culturels, non valorisés dans les états financiers. Ça va être clairement un challenge pour les entreprises de devoir chiffrer ces effets. Donc, ce sera fait d'abord globalement, puis de mieux en mieux. Ensuite, concernant les politiques et actions. Et pour toutes les thématiques, l'entreprise va devoir publier une vision des ressources qu'elle alloue aux politiques et actions de façon qualitative ou quantitative ou quantitative. Et pour les thématiques environnementales, c'est encore plus précis parce que l'entreprise devra publier les provisions pour remise en état, pollution, mais ça c'était déjà le cas, ça pouvait être le cas dans la DPEF. L'entreprise devra distinguer les OPEX et les CAPEX significatifs et préciser les dépenses d'aujourd'hui et celles prévues dans le futur en relation avec les objectifs visés et la trajectoire que l'entreprise se donne. Ensuite, concernant les indicateurs, plusieurs KPIs intègrent une dimension financière avec, je vais citer ces KPIs, notamment la part de la rémunération des dirigeants attachés à des critères ESG, la part du chiffre d'affaires et des actifs exposés à des risques physiques et de transition, les OPEX et CAPEX liés à des incidents de pollution, les provisions pour protection et remise en état, et le délai moyen de paiement des fournisseurs ou le pourcentage des paiements alignés sur les standards. Et enfin, et ça c'est assez nouveau aussi, les entreprises devront faire le plus possible le lien entre les montants du rapport financier et les informations de durabilité. Elles devront faire notamment des incorporations par référence au sein du rapport de durabilité. Par exemple, si le rapport de durabilité s'appuie directement sur une même donnée monétaire, il faudra faire un renvoi clair aux états financiers. Et enfin, toutes ces informations devront être balisées et l'auditeur de durabilité devra revoir la cohérence des informations ESG avec les informations financières. Alors, on vous propose maintenant de passer à la transposition française de la CSRD, donc de voir ses éléments, ses apports et ses implications. Et je laisse la main à Christophe Drevel qui va vous présenter les nouveautés et les particularités de cette transposition française et qui reviendra ensuite sur la mise en œuvre de la CSRD. Bonjour et merci Bercy. En effet, la transposition a été publiée donc jeudi dernier, le 7 décembre, donc via une ordonnance au journal officiel. Et la France n'a pas surtransposé ou sous-transposé. Elle ne pouvait pas de toute façon sous-transposer la directive. On retrouve bien l'ensemble des éléments attendus au niveau européen, mais il y a quelques précisions qui ont été apportées par la France au niveau de la transposition. Donc tout d'abord, il y a un point qui concerne l'harmonisation et la coordination. En effet, il y a des sociétés qui sont actuellement soumises à la DPEF et qui seront soumises à la CSRD qu'à partir de 2025, donc communication 2026. Et donc sur l'exercice fiscal 2024 communiqué en 2025, elles continueront à faire une DPEF.
Cela fait en fait référence à certaines grandes entreprises non cotées qui sont dans le périmètre de la DPEF de par la surtransposition française de la NFRD. Pour rappel, la première vague CSRD concerne les publications 2025 sur données 2024 et s'applique aux entreprises soumises actuellement à la NFRD, comme l'avait précisé Berthier. La CSRD, donc, comme la DPEF d'ailleurs, s'applique aux comptes consolidés. Les seuils explicités par Berthier pour des entreprises qui font une consolidation financière sont à apprécier au palier de consolidation. Cependant, la CSRD en France s'appliquera aussi aux comptes combinés. Donc c'est une petite nouveauté et donc les quelques entreprises qui en France qui ont des comptes combinés vont se retrouver aussi soumis à faire un rapport de durabilité comme demandé par la CSRD. Concernant la transposition française, elle maintient aussi une obligation propre au rapport de gestion. Elles devront communiquer sur certains éléments non traités par les ESRS-CSRD, puisque c'est en dehors du rapport de durabilité, et notamment le sujet lutte contre l'évasion fiscale, qui devra être présent dans le rapport de gestion de ces sociétés cotées. Enfin, donc, sur la transition, 3 éléments saillants qu'on veut vous donner. La lecture du texte, on vous l'avoue, est quand même compliquée. Ce n'est pas le texte final puisque c'est des ajouts et suppressions de paragraphes. Donc, on vous a fait ressortir ici les éléments saillants, vous en tant que client, qui vont vous intéresser et qui sont clés. Une section importante de la transposition est dédiée à la mission de la vérification du rapport de durabilité, c'est-à-dire le rôle des commissaires aux comptes qui pourront être auditeurs de durabilité, les organismes tiers indépendants qui pourront aussi être auditeurs de durabilité, les régulateurs et enfin les sanctions applicables qui est une nouveauté par rapport à la DPEF. Donc, concernant j'ai envie de dire le régulateur, donc le H3C va se transformer en H2A. Donc que veut dire H2A? Haute autorité de l'audit. Et en fait, l'objectif de la CSRD et de sa transposition française, c'est d'instaurer un même niveau d'exigence au sujet financier. La haute autorité à réguler, la haute autorité. Oui, ainsi, je pense qu'il y a une petite coupure, excusez-moi, j'ai la cheville dans le plat, d'où mon point que je suis à distance. Donc ainsi, la H2A va réguler les missions de vérification des rapports de durabilité pour les commissaires aux comptes, mais aussi pour les organismes tiers indépendants. On va avoir la même tutelle justement pour ces vérifications et donc cette tutelle sera le H2A. Au niveau de l'organisme tiers indépendant, ils devront aussi être accrédités et ils seront aussi contrôlés par le COFRAC, je dirais en plus de cette haute autorité H2A. Pour pouvoir réaliser une mission de vérification, les organismes tiers indépendants et les commissaires aux comptes devront figurer sur la liste tenue par le H2A. C'est très important d'avoir été validé par le H2A pour faire ces vérifications et de choisir dans cette liste-là, puisque sinon, il y aura un souci au niveau des sanctions, et j'y reviendrai plus tard. Concernant la transposition, elle explicite aussi l'avis d'assurance du commissaire aux comptes ou de l'organisme tiers indépendant. Cet avis devra comporter la conformité des informations par rapport aux normes ESRS, la conformité du processus de double matérialité, une petite nouveauté, le respect de l'obligation de consulter le comité social et économique sur les informations en matière de durabilité. Enfin, la conformité du balisage des informations. Donc là, on attend aussi les prochains textes sur le balisage, puisqu'ils ne sont toujours pas sortis. Et enfin, le respect des exigences du règlement taxonomie. Donc le périmètre d'audit et de vérification va être beaucoup plus large que ce qui est fait aujourd'hui sur les déclarations de performance extra-financière. Les mandats de vérification des rapports de durabilité sont de 6 ans. Avec une dérogation prévue pour le premier mandat. Lors du premier mandat, en fait, une entreprise pourra nommer un OTI ou un commissaire aux comptes et pour la durée restante du mandat, ou le nommer pour 3 exercices. Et après le premier mandat, ça pourra repasser sur 6 ans.
Il y a des modalités d'extension qui sont prévues. Hein. Donc, quand il y a un seul organisme tiers indépendant pour une entité d'intérêt public, le délai maximum est 10 ans. Et quand les travaux sont faits par 2 auditeurs de durabilité, qu'ils soient ETI ou commissaires aux comptes, ça peut aller jusqu'à 24 ans. Je ne vais pas tout détailler, il y a plein de cas particuliers qui sont explicités dans la transposition pour justement ces dérogations pour prolonger et qui sont explicités dans cette transposition. Enfin, la Commission a laissé les États membres fixer les sanctions applicables et c'est la nouveauté puisque pour la France, elle figure bien dans la transposition. Donc la première sanction, c'est risque de 30 000 € d'amende et 2 ans d'emprisonnement si on ne désigne pas un auditeur de durabilité, qu'il soit CAC ou ETI. Donc autrement dit, si on ne fait pas d'audit sur le rapport de durabilité. Et la sanction est la même si vous ne prenez pas un auditeur de durabilité qui est sur la liste du H2A. Et enfin, la deuxième sanction, c'est s'il y a obstacle aux travaux d'audit, donc avec une amende qui peut monter jusqu'à 75 000 € et 5 ans d'emprisonnement, donc notamment refuser de communiquer des documents dans le cadre de la mission de l'auditeur de durabilité. Il faut le laisser faire son travail et ne pas faire obstruction. Donc voilà pour les 3 grands piliers de la nouveauté. Il y a un calendrier puisque tout n'est pas fini. Il faut aussi noter que donc voilà, la transposition prévoit des décrets puisqu'on a l'ordonnance. Les décrets, comme l'a dit Bertie, vont expliciter les seuils, mais aussi l'implémentation des normes de durabilité et enfin les modalités d'exemption. Aujourd'hui, aucune date n'est vraiment précise, c'est lancé et on pense que ça devrait être publié au journal officiel français d'ici décembre 2023, même d'ici le 29 décembre 2023. Et dedans, donc, on devrait retrouver les nouveaux seuils, puisque, comme Bertie l'a présenté, les seuils ont été augmentés de 25% sur les seuils financiers. On parle du bilan et du chiffre d'affaires. Les effectifs ne sont pas augmentés de 25%. Donc, comment faire maintenant pour faire cette transition vers la CSRD et appréhender cet exercice? Donc, je vais vous expliquer certains éléments, certains points clés, justement pour un peu vous aider et surtout anticiper. Donc, la transition vers la CSRD pour une entreprise peut sembler compliquée. La clé, c'est vraiment de se préparer tôt et puis surtout de travailler en mode projet. Donc, on vous a présenté ça sous forme d'un chemin en montagne, et je serai un peu votre guide de montagne. Et donc, le chemin à parcourir est sur plusieurs étapes, avec des paliers, je dirais, à chaque étape. Cela demande d'avoir une organisation, mais c'est aussi un véritable exercice stratégique. Ce n'est plus réglementaire, vous allez piloter votre performance extra-financière, comme vous pilotez aujourd'hui votre performance financière. Donc, il faut se préparer à cet exercice et en même temps se préparer à la taxonomie, puisque dans l'état de durabilité, vous avez l'information RSE, ESG, mais aussi la taxonomie, et Virginie vous en parlera à la fin de mon explication. Concernant la CSRD, donc vous pilotez votre performance extra-financière et ça va impacter beaucoup plus de fonctions internes, donc notamment le contrôle interne et tout ce qui va être en lien avec le système d'information, les outils. Et donc il faut embarquer les outils, le contrôle interne et d'autres fonctions, on verra, dès le début du projet. Et donc ces 6 étapes, on va les aborder une à une ensemble et je vais vous expliquer comment y aller pour arriver en haut du mont CSRD. Concernant la première étape, c'est un peu une approche classique de gestion de projet, je dirais, c'est le lancement du projet, mais au-delà de faire une réunion de lancement, c'est vraiment d'embarquer les différentes fonctions impactées par la CSRD. Jusqu'à présent, les équipes RSE étaient concernés en lien avec la finance, échanger avec les DRH et les responsables environnement et sécurité. Là, vous allez avoir la communication financière, le contrôle interne, le système d'information, le contrôle de gestion, les experts juridiques et d'autres fonctions. Et donc, il faut les embarquer dès le début du projet. Il faut identifier un sponsor. Le sponsor est clé pour justement amener une dynamique dans le projet et si possible, le plus haut passé, PDG, direction générale ou membre du comité de direction. Et enfin, lors de
de cette étape, il va falloir aussi acculturer les membres du projet, soit les comités clés de gouvernance, donc avec une sensibilisation de ces comités de gouvernance, donc pas une journée de formation, plutôt 1 heure tous les mois pour les acculturer, pour rester aussi pragmatique. Et enfin, les contributeurs clés, avec des formations plus techniques, pour les préparer à cet nouvel exercice. Donc ça, c'est la première étape, vraiment pour embarquer tout le monde dans cette aventure. Au niveau de la deuxième étape, il s'agit d'un processus d'engagement à mettre en place avec les parties prenantes, qui est peut-être déjà existant, mais il va falloir bien l'élargir à toutes les parties prenantes clés de l'entreprise, qu'elles soient internes ou externes. Et c'est très important à 2 titres. 1, vous allez devoir communiquer, donc de façon résumée, mais il y a des attentes dans les normes sur ce processus d'engagement avec les parties prenantes, pour expliquer comment vous interagissez avec elles. Ça va aider aussi à faire la double matérialité, puisque les parties prenantes sont impliquées, et ceci pour être crédible et fiable sur ce processus d'engagement. Et deuxièmement, ça va être très important pour justement l'auditeur de durabilité, le fait de l'avoir formalisé, il va falloir que l'auditeur de durabilité le revoie. Donc le formaliser, bien tracer les éléments est clé sur cette étape pour justement que l'auditeur de durabilité puisse faire son travail de façon plus simplifiée. L'approche à utiliser justement pour l'engagement avec les parties prenantes, vous le connaissez sûrement déjà puisque c'est utilisé dans les matérialités simples, c'est de faire des interviews ou des enquêtes auprès des parties prenantes. Donc les enquêtes permettent via Internet de faire beaucoup de parties prenantes, mais j'ai envie de dire c'est un peu moins profond qu'un interview en one-to-one. Et puis les interviews one-to-one prennent peut-être un peu plus de temps, mais il y a un peu plus de richesse puisqu'il y a vraiment une interaction avec la partie prenante. Donc faire un équilibre entre les deux. Il faut bien penser aussi à intégrer les parties prenantes financières. Elles sont clés justement dans l'approche puisque dans la double matérialité, l'axe financier est aussi important que l'axe impact. Et comme je vous l'ai dit, il faut penser à bien tout documenter justement pour le futur audit de durabilité. Une fois qu'on a ce process, alors ça peut se faire en parallèle, les entreprises ont déjà des process pour s'engager avec les parties prenantes, vient la pierre angulaire justement du rapport de durabilité, c'est la double matérialité, puisqu'elle va définir les sujets que l'entreprise va devoir communiquer. Donc c'est une nouvelle approche qui va permettre d'identifier les sujets matériels et qu'il va falloir adresser. Donc les résultats de cette analyse de double matérialité sera utilisé aussi par les analystes ESG pour comparer les entreprises d'un même secteur, que donne la matrice de matérialité de telle entreprise et telle entreprise dans un même secteur, justement pour les comparer. Donc c'est très important de bien faire cette étape parce que ça sera aussi utilisé pour vous comparer, puis ça va être utilisé vous en interne pour bien gérer votre communication. L'analyse de double matérialité, comme l'a dit Bertie, permet d'identifier l'impact, les impacts que l'entreprise a sur son écosystème, impact social, environnemental et sociétal, mais aussi l'impact de cet écosystème qui est perturbé sur la valeur de l'entreprise. Donc il faut prendre en compte l'ensemble des sujets et sous-sujets et sous-sous-sujets, donc l'annexe A de l'ESRS 1, les listes, il faut les prendre, les analyser via la double matérialité, avec un peu, je dirais, une approche de notation comme une cartographie des risques, donc gravité, probabilité pour l'axe impact, et puis via des discussions factuelles avec les parties prenantes internes et externes, voir comment la cotation se déroule pour arriver à une cotation finale et voir ce qui va être matériel sur cet axe impact. C'est très important, il faut que ça soit basé sur des faits scientifiques ou faits internes avec des études et pas que surtout pas du subjectif. Christophe Dorel, qu'est-ce que tu penses de l'absentéisme? Et je vais dire, chez GT, il est hyper élevé parce que j'ai 2 collaborateurs absents. Ça, là, j'ai un biais cognitif, il faut les éviter en prenant des faits factuels. L'axe financier va être aussi noté, donc plutôt via l'importance de l'effet financier et sa probabilité d'occurrence. Et c'est là où justement, l'interview des parties prenantes financières peuvent aussi aider à alimenter cet axe-là. À la fin, même si dans toutes les présentations que vous avez pu voir, c'est représenté avec 2 axes, en fait, on a 2 matrices. On a la matrice d'impact avec ces 2 axes et on a la matrice financière avec ces 2 axes. Donc, c'est le résultat de ces
analyses de ces deux matrices qui vont donner les sujets matériels, et il faudra définir les seuils pour chaque matrice, les seuils de matérialité côté impact et les seuils de matérialité côté financier, puisqu'un sujet avec un fort impact financier, mais un faible impact côté matrice d'impact, peut ressortir important par la définition des seuils. Donc, il faudra être transparent après dans la communication, une fois que vous avez fait la méthodologie. Donc, il faut aussi bien écrire bien le processus de cette analyse de matérialité pour le vérificateur. Et aussi, ça va vous aider à être transparent dans votre communication, puisqu'il y a plus d'attentes au niveau de la communication sur ces sujets de double matérialité. Donc, c'est une grosse différence par rapport aux exigences actuelles de la déclaration de performance extra-financière, où il y a quelques lignes, quelques paragraphes qui sont écrits sur la cartographie des risques RSE. Une fois que vous avez fait cette première grosse étape, c'est à partir de là que vous allez savoir quoi communiquer, et les étapes qui suivent vont plutôt voir comment communiquer par rapport aux normes. Donc au niveau de l'étape 4, on connaît les sujets, on va regarder qu'est-ce qui manque, on a des informations qui sont requises, qualitatives ou quantitatives dans les normes, elles sont déjà existantes dans l'entreprise et elles correspondent aux définitions des normes, donc il n'y aura pas d'enjeu. Par contre, je pense que ça va être une partie mineure de vos indicateurs. Il va y avoir plein d'indicateurs où là, on va être dans l'autre cas. Les informations vont être existantes, mais ce n'est pas tout à fait la définition demandée par la norme. Donc, il va falloir l'adapter et voir si c'est possible rapidement ou ça va prendre du temps. Il va y avoir des informations existantes, mais que vous n'avez jamais communiquées à l'externe parce qu'il y avait un frein, risque par rapport à la concurrence ou autre sujet interne. Donc, il va falloir voir comment lever les freins à la communication. Et enfin, les informations non existantes qu'il va falloir créer. Et au niveau de cette étape 4, c'est là où il est important d'embarquer le contrôle interne et le système d'information pour justement échanger sur les résultats et préparer les plans d'action avec les équipes, système d'information contrôle interne, pour qu'elles aient leur chemin à eux pour aller, vers l'optimum, puisque c'est des projets qui peuvent prendre du temps pour mettre en place justement le contrôle interne et le système d'information. Il faudra mettre à jour le protocole de reporting, puisque vous allez avoir des nouveaux indicateurs ou des définitions adaptées en conséquence de cette analyse qui a été faite. Un point important à cette étape 4 pour le contrôle interne et le système d'information, c'est la gouvernance de la donnée. C'est très important. On en parle très très peu, depuis l'existence des reporting RSE, mais maintenant ça va être vraiment important. C'est en fait analyser, faire une analyse en fait de la donnée pour obtenir un mapping très clair. Ça va être clé pour le système d'information et le contrôle interne. Et il s'agit en fait de montrer la chaîne d'information à la fois sur les outils, quel est l'enchaînement des outils sur cette donnée-là pour arriver à la donnée communiquée, et aussi l'enchaînement des contrôles qui sont faits pour voir justement s'il y a des trous dans la raquette et aussi aider le contrôle interne à optimiser ses contrôles. Une fois qu'on a fait tout ça, à l'arrivée à l'étape 5, presque en haut du sommet, on a la prise de recul, puisqu'on a fait la gap analysis sur certains éléments quantitatifs, qualitatifs. Il reste à faire l'analyse des écarts sur le qualitatif lié à la gouvernance, la stratégie, les politiques, justement pour identifier les adaptations dans la communication à faire par rapport aux attentes, et puis donc rédiger au niveau de l'étape 5 le rapport de durabilité, le premier rapport de durabilité, en prenant tous les éléments des différentes phases et nourrir ce rapport. À partir de cette étape 5, c'est là aussi vous pouvez commencer à lancer des audits à blanc pour justement voir la fiabilité des process qui sont en train de se mettre en place, justement pour les optimiser au cours de l'exercice et préparer aussi les futures années. Et une fois que vous avez fait ce premier rapport d'audit de durabilité, on arrive en haut du mont CSRD, où là vous avez le vrai retour d'expérience. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pour améliorer le reporting suivant et des années suivantes avec des axes d'amélioration identifiés, voir où ça en est au niveau contrôle interne et système d'information pour préparer et continuer ces projets avec des go, no-go, des jalons et des échanges, puisque c'est des projets qui ne sont pas en 2 mois, bien sûr. Préparer aussi l'exercice suivant sur les nouveautés, puisqu'il y a des dispositions transitoires qui fait que vous n'êtes pas obligé de faire tout la première année, mais par contre en année 2, voire en année 3. Donc il faut aussi préparer ça pour les exercices suivants et donc après lancer la prochaine campagne et la prochaine organisation sur ce rapport de durabilité pour le 2e exercice et les exercices suivants.
Donc voilà en grande ligne les sujets pour bien se préparer à cette transition vers la CSRD et en fait avoir embarqué dès le début les différentes fonctions pour leur dire voilà ce qu'on va faire, même si elles ne sont pas impliquées à 100% tout le long du projet, c'est hyper important et notamment pour le contrôle interne et je dirais la partie outils parce que ça permet de donner une bonne dynamique de projet et d'éviter de le faire par itération. C'est-à-dire que je fais la CSRD tout seul dans mon coin et après on voit pour le contrôle interne et les outils alors qu'il peut y avoir des synergies. Donc, le point clé, anticiper, s'organiser. Il faut que vous vous prépariez dès maintenant, même si pour certains c'est 2028 ou 2029 parce que PME côté on peut reporter. C'est hyper important de commencer maintenant pour mieux appréhender, comprendre les sujets et puis impliquer toutes les fonctions parce que acculturer peut prendre du temps en interne. Une fois en haut du mont CSRD, le chemin sera un peu plus simple puisque vous êtes bien organisé sur cette première année. Et en ce qui concerne la taxonomie qui était dessinée sur le schéma qui était projeté, elle est en parallèle parce que c'est vraiment une gestion de projet à part entière, en lien quand même avec les CSRD, ça doit communiquer. Et je vais laisser la parole à Virginie Paltorp qui vous explicitera ce que c'est que la taxonomie. Merci beaucoup Christophe. Bonjour à tous. Il me revient donc la lourde tâche de vous parler taxonomie ce matin. Nous aborderons les dispositions du règlement pour les entreprises non financières. Le règlement taxonomie adresse aussi et concerne aussi les entreprises financières, mais nous n'aborderons pas les dispositions prévues pour ces entreprises ce matin. Donc, quelques rappels pour ceux qui découvriraient ce texte. L'objectif de la taxonomie, c'est d'accompagner la transition écologique puisqu'il s'inscrit dans l'ensemble des initiatives du Pacte vert, le Green Deal qui vise la neutralité carbone d'ici 2050. Et donc, ce règlement, il a pour objectif de donner, au travers d'indicateurs clés, une plus grande transparence des activités dites durables à l'égard des investisseurs et donc de réorienter les capitaux vers ces activités durables en évitant le greenwashing. Alors pour ce faire, le règlement établit une liste de critères qui caractérisent les activités durables au regard de 6 objectifs environnementaux rappelés sur la partie droite de ce slide. Donc 2 objectifs climatiques, l'atténuation et l'adaptation, l'eau, la durabilité, la biodiversité et l'économie circulaire. Donc jusqu'à présent, seuls les 2 premiers objectifs sur le climat étaient concernés et les actes délégués avaient identifié pas moins de 90 activités à rendre durables parmi les secteurs les plus émissifs de CO2. Donc ce reporting, il est axé sur 3 indicateurs clés de performance. La part du chiffre d'affaires durable sur le chiffre d'affaires consolidé du groupe, la part des investissements durables sur la totalité des CAPEX encourus par le groupe, et enfin la part des dépenses opérationnelles dont la définition est beaucoup plus restrictive que la part totale des charges d'exploitation d'un groupe. Le reporting taxonomie est aujourd'hui publié au sein de la DPEF. Il est néanmoins exclu du champ de révision de l'OTI et de son rapport sur les données extra-financières, mais il fait l'objet d'une lecture d'ensemble et des vérifications spécifiques par le commissaire aux comptes, puisqu'il fait partie du rapport de gestion. Alors maintenant, quelques petits rappels sur qu'est-ce qu'une activité durable et comment on définit une activité durable. La taxonomie, elle définit une activité durable comme étant une activité éligible et alignée. 1 critère d'éligibilité, 3 critères d'alignement. Donc pour déterminer si une activité est éligible, dans un premier temps, alors là c'est plutôt la partie simple de l'exercice, il suffit de se reporter à la définition de ces activités dans les actes délégués des 6 objectifs environnementaux, qui font d'ailleurs souvent référence à la nomenclature européenne NAS. Donc si vous rentrez dans la définition de ces activités, vous avez des activités, une ou plusieurs activités éligibles. Il s'agit maintenant de déterminer si ces activités sont alignées. 3 critères, comme je vous le disais tout à l'heure.
Le premier critère, c'est qu'il faut que cette activité soit conforme aux critères techniques qui fixent les seuils de performance environnementale. Ensuite, deuxième critère, il faut que cette activité ne cause pas de préjudice important à l'un des 5 autres objectifs environnementaux. C'est ce qu'on appelle le critère DNSH pour Do Not Significant Harm. Par exemple, si vous avez une activité qui est éligible à l'objectif climat, mais qu'elle est très polluante, dans ces cas-là, vous ne pourrez pas être aligné. Et puis le troisième critère, pour être durable, il faut qu'une activité soit exercée dans le respect des principes directeurs de l'OCDE, de l'ONU et de l'Organisation internationale du travail relatif aux droits de l'homme. C'est ce que l'on appelle le critère des garanties minimales. Alors je rappelle que ce critère ne concerne pas uniquement les droits de l'homme, mais couvre 3 autres domaines que sont la lutte contre la corruption, l'évasion fiscale et la concurrence loyale. Alors, nous avons repris dans cette slide, sur laquelle je vais passer assez rapidement, un panorama des activités qui sont concernées sur chacun des 6 objectifs. Et donc, pour savoir si vous êtes éligible à l'un des objectifs environnementaux, vous pourrez vous reporter à cette matrice. Quelques mots maintenant sur les entreprises qui sont concernées par ce règlement. Alors, jusqu'à présent, le règlement taxonomie concernait les entreprises qui entraient dans le champ de la directive européenne NFRD, qui vient d'être remplacée par la CSRD. C'est-à-dire qu'elle concernait les entreprises dont les titres étaient soumis à un marché réglementé, avec plus de 500 salariés et un total bilan de plus de 20 millions d'euros ou un chiffre d'affaires de plus de 40 millions d'euros. Christophe en faisait référence tout à l'heure, il est vraisemblable que ces taux augmentent puisque la directive comptable a augmenté ses seuils monétaires de 25% et donc il est vraisemblable que l'on sera plutôt sur des critères de 25 millions d'euros pour le bilan et 50 millions d'euros pour le chiffre d'affaires. Mais en tout état de cause, et pour cette année encore, à moins que cette directive soit transposée avant la fin de l'année, mais là il ne reste plus que quelques jours dans le droit français, on restera sur ces seuils-là pour l'année 2024. Donc dans un futur proche, le périmètre des sociétés concernées va s'élargir avec l'application progressive de la CSRD. Donc à compter du 1er janvier 2026, le règlement taxonomie s'appliquera également aux grandes entreprises qui respectent 2 des 3 critères suivants, plus de 250 salariés, 20 millions ou 25 millions d'euros de bilan, 40 millions ou 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et l'année suivante, elle concernera les PME cotées qui respectent 2 des 3 critères suivants qui sont inscrits dans cette slide. Alors, le règlement taxonomie il prévoit également une application progressive. En 2022, première année d'application de ce texte, les sociétés reportaient uniquement sur l'éligibilité de leurs activités au regard des 2 seuls objectifs climat. En 2023, on est passé à l'alignement, donc les entreprises ont réalisé l'analyse d'alignement sur ces activités durables, toujours au regard de ces 2 seuls objectifs climat. Ça va changer, puisque à partir de la publication du 1er janvier 2024, le reporting devra inclure l'analyse de l'éligibilité des activités au regard des 4 autres objectifs environnementaux que sont la pollution, l'eau, l'économie circulaire et la biodiversité. L'analyse de l'alignement sur ces 4 objectifs environnementaux est reportée à la publication 2025 et en 2026, à partir du 1er janvier 2026, on aura un reporting complet sur l'alignement des 6 objectifs environnementaux, y compris les données comparatives N-1 qui devront donc être publiées pour l'ensemble des sociétés incluses dans le champ
de la taxonomie. Alors, on a des données comparatives également dès 2024, puisque on a déjà 2 années, on aura déjà 2 années d'alignement, donc les entreprises vous devrez publier des données comparatives pour les seuls 2 objectifs climat. Alors, quelles vérifications sont prévues sur ce reporting ? Alors, comme je vous le mentionnais en début de cette présentation, le reporting taxonomie sera encore en 2024 exclu du champ de la révision des OTI et donc du rapport sur les données extra-financières. Il fera l'objet d'une lecture d'ensemble par les commissaires aux comptes qui devront signaler une irrégularité lorsque les informations obligatoires manquent ou des observations lorsque des inexactitudes de nature à influencer le jugement des utilisateurs de ces informations seront relevées. À partir de 2025, le reporting taxonomie sera partie intégrante du rapport de durabilité prévu par la CSRD et fera donc l'objet d'une vérification et d'un rapport d'assurance limité par les commissaires aux comptes ou l'OTI, assurance qui sera donc limitée dans un premier temps, avant potentiellement une assurance raisonnable, mais dans beaucoup plus d'années, un peu plus de temps. Voilà, alors je vais maintenant passer à revenir un peu sur quelques nouveautés applicables pour ce reporting qui sera publié à compter du 1er janvier 2024. Alors la principale nouveauté réside, je vous le disais, dans l'introduction des 4 autres objectifs environnementaux, l'eau, l'économie circulaire, la pollution et la biodiversité. Seule l'analyse de l'éligibilité est requise pour cette année. Les entreprises devront donc identifier la part de leur activité ou de leurs activités concernées par ces nouveaux objectifs sans pour autant analyser si cette part d'activité est alignée et donc durable au regard de ces 4 autres objectifs. Concernant le climat, il y a eu également quelques amendements du règlement climat qui a introduit quelques nouvelles activités concernées par les objectifs climatiques. Je crois qu'on vous les a mis en annexe de cette présentation. Et quelques modifications également à la marge de certains critères techniques et de certains critères DNSH. L'autre changement important concerne l'introduction de nouveaux tableaux. Les templates obligatoires que vous connaissez ont été légèrement modifiés, donc vous devrez prendre en compte ces changements pour le prochain reporting. Mais la principale nouveauté réside dans l'introduction de nouveaux tableaux multi-objectifs. Jusqu'à présent, alors qu'est-ce que c'est que ces objectifs, ces tableaux multi-objectifs ? Vous savez, jusqu'à présent, les analyses portaient majoritairement sur l'objectif relatif à l'atténuation au changement climatique, même si, d'ailleurs, cette activité ou ces activités pouvaient être éligibles au 2e objectif climat relatif à l'adaptation climatique. Pourquoi ? Peut-être parce que déjà ça faisait suffisamment de travail comme ça, me direz-vous, mais aussi peut-être parce que les templates actuels ne permettaient pas de reporter le pourcentage d'éligibilité et d'alignement d'une même activité sur plusieurs objectifs à la fois, à moins de faire ce qu'on appelle du double comptage, et donc, je force le trait, de reporter éventuellement une part durable à plus de 100%. Donc désormais, lorsqu'une activité contribue à plusieurs objectifs environnementaux, l'entreprise peut et doit réaliser l'ensemble des analyses sur chacun de ces objectifs et remplir le tableau qui vous est présenté dans cette slide pour les 3 indicateurs clés de performance afin de donner une information exhaustive sur la contribution de leurs activités aux 6 objectifs environnementaux en donnant le pourcentage d'éligibilité et le pourcentage d'alignement. Alors évidemment, pour cette première année d'application, le pourcentage d'alignement ne concernera que les objectifs climat puisque l'alignement n'est pas requis pour les 4 autres objectifs. Une autre nouveauté maintenant sur laquelle que je souhaitais aborder ce matin, elle est très récente
et elle introduit un principe de matérialité qui n'existait jusqu'à présent que sur le seul indicateur des OPEX. Alors pour rappel, il y avait une exemption qui était permise par le texte qui permettait aux émetteurs de publier un OPEX ou un indicateur, un ratio d'OPEX à 0 lorsque la part de leurs OPEX qui entrait dans le champ de la taxonomie, et je rappelle que la définition des OPEX selon le règlement de la taxonomie est assez restrictive, eh bien, ils ont la possibilité de maintenant si on considérait effectivement que ces OPEX-là n'étaient pas significatifs, eh bien, on avait la possibilité de reporter l'indicateur clé de performance OPEX à 0. Alors, cette exemption, elle est toujours valable. Et cette notion de matérialité, elle a été légèrement étendue par une FAQ, la FAQ 13, qui a été publiée très récemment au journal officiel de l'Union européenne. Elle a été publiée fin octobre. Et elle prévoit quoi, cette FAQ? Elle prévoit que pour les activités éligibles non significatives, pour lesquelles l'entreprise n'est pas en mesure de vérifier la conformité aux critères d'examen technique ou aux critères de DNSH, faute de données ou de preuves suffisantes, eh bien l'entreprise a la possibilité de déclarer ces activités comme non alignées. Alors, les entreprises ne sont pas exemptes de les présenter comme éligibles, mais elles pourront présenter un ratio d'éligibilité à 0, à condition évidemment de justifier leur caractère non significatif et de présenter les limitations qui ont été rencontrées. Voilà. Je vais passer maintenant, avant de passer, parce que j'ai prévu également de vous faire un petit état des lieux des recommandations qui ont été présentées par les différents régulateurs, mais je souhaitais revenir avant ça sur un retour d'expérience et le résultat d'un benchmark que nous avons réalisé sur plus de 100 entreprises non financières, issus du CAC 40 et du SBF 120. Alors, c'est un benchmark qui, donc, forcément, les résultats peuvent dépendre de l'échantillon, mais ça donne de grandes tendances et c'est effectivement assez cohérent avec les benchmarks et les analyses qui ont pu être sortis par l'AMF ou l'ESMA. Ce benchmark, d'abord, il met en évidence la forte variabilité entre les secteurs. Ça, de manière évidente, mais également pour un même secteur, quelques différences, quelques divergences entre les émetteurs, ce qui est quand même beaucoup moins évident et évidemment pas l'objectif poursuivi. Ce constat, il est vraisemblablement lié aujourd'hui à la complexité des textes et leur évolution au fil des mois. Donc ces différences, elles devraient tendre à disparaître avec une meilleure appréhension de la réglementation. Sans surprise, les entreprises du bâtiment et du secteur immobilier se démarquent par de forts taux d'alignement. Et puis, on observe également un taux d'alignement encore assez faible sur la plupart des secteurs, ce qui ne reflète pas toujours, en définitive, la réelle part durable des activités, mais qui résulte, je pense, pour le moment en tout cas, de la complexité de la méthodologie et des difficultés pour les émetteurs à accéder aux données nécessaires à la démonstration de leur alignement. Enfin, on remarque que l'analyse de l'objectif climatique d'atténuation a souvent relégué au second plan l'adaptation, ce qui ne devrait plus être le cas, puisque maintenant on a un tableau multi-objectif qui devrait permettre et qui va pouvoir vous permettre de reporter sur plusieurs objectifs à la fois. Alors concernant les CAPEX, on a 4 types d'investissements qui se démarquent par le fort taux d'alignement, notamment dans l'immobilier et le transport. Et je dirais que ce constat, il n'est pas très étonnant dans la mesure où, vous le savez, les CAPEX peuvent être considérés individuellement durables, même si ils ne se rapportent pas à une activité durable de l'entreprise. C'est le cas notamment lorsqu'une entreprise, quelle que soit son activité, décide d'investir
en propre ou en location d'ailleurs dans un bâtiment durable, par exemple, elle peut déclarer, et elle doit déclarer un CAPEX durable. Concernant les OPEX, la moitié des entreprises de notre échantillon ont utilisé l'exemption de matérialité et ont reporté une éligibilité et un alignement à zéro. C'est d'ailleurs une tendance assez française, et quand on fait des échantillons sur des sociétés européennes, on est bien plus faible en termes d'exemption de matérialité. Enfin, concernant les templates obligatoires, une large majorité des entreprises qui les ont utilisés et un peu plus, 25%, un quart qui ne les ont pas complètement respectés. Alors pour finir cette présentation, je souhaitais vous présenter quelques recommandations des régulateurs européens, l'ESMA, et français, l'AMF. Ils ont tous deux publié un rapport en cette fin d'année qui intègre des constats desquels découle un certain nombre de recommandations. Alors, je ne vais pas toutes les présenter, on en a repris 8 d'entre elles dans ce slide. La première recommandation, c'est l'utilisation obligatoire des templates sans les adapter, sans les modifier. Et je vous rappelle à cet effet que même si vous avez des indicateurs à zéro, ça peut être le cas notamment si vous utilisez l'exemption de matérialité sur l'OPEX, vous devez remplir ces templates et mettre à 0% l'éligibilité et l'alignement. Pourquoi ? Parce que comme les états financiers, les états du reporting de taxonomie ont pour vocation à être tagués, balisés avec un reporting électronique, et donc pour ça il faut remplir toutes les cases. Deuxième recommandation, l'analyse d'une activité ne doit pas être limitée à un seul objectif. Si vous avez une activité ou des activités qui répondent à plusieurs objectifs environnementaux, l'analyse doit être réalisée dans son intégralité et les templates multi-objectifs que je vous ai présentés tout à l'heure doivent être utilisés. La troisième recommandation, elle porte sur les plans de CAPEX. Il y a assez peu d'informations jusqu'à présent dans les reporting taxonomie sur les plans de CAPEX qui visent à rendre durables certaines activités. Je vous rappelle qu'il y a 3 natures de CAPEX à reporter. Il y a les CAPEX qui sont liés à une activité durable. Il y a les CAPEX qui sont inclus dans des plans des plans d'investissement qui visent à étendre les activités durables. Et il y a, troisième catégorie de CAPEX, les CAPEX qui sont individuellement durables. Et donc, on s'étonne de voir assez peu, en définitive, de plans d'investissement, de CAPEX inscrits dans des plans d'investissement durables, d'autant que nombreuses sociétés communiquent et indiquent leur souhait de verdir leurs activités. Le quatrième recommandation, c'est les informations narratives et contextuelles. Vous savez que le reporting taxonomie est axé sur 3 indicateurs clés de performance, mais qui s'accompagnent d'informations narratives, et elles sont fondamentales pour pouvoir éclairer le lecteur sur la façon dont les activités ont été déterminées éligibles ou non, alignées ou non, et les options méthodologiques qui ont été retenues. La 5e recommandation porte sur la cohérence de l'ensemble de l'information extra-financière que vous publiez au sein de votre rapport de gestion ou en dehors de votre rapport de gestion. Les régulateurs insistent sur la cohérence de l'information extra-financière dans sa globalité avec toute la communication que vous pouvez faire sur votre stratégie de durabilité. Puis les 3 dernières recommandations, elles n'ont pas été reprises stricto sensu par les régulateurs cette année, mais elles l'avaient été l'année dernière, et il me semble qu'elles sont encore d'actualité, c'est pour ça que je vous les rappelle. L'une concerne l'importance de prendre en compte les FAQ. Vous savez que le règlement taxonomie, il est constitué d'un socle d'actes délégués, et ces actes délégués sont complétés par des FAQ, dont les dernières ont été publiées très récemment au journal officiel fin octobre 2023. Et ces FAQ font partie intégrante de la réglementation et donc doivent être appliquées pour qu'on
puisse obtenir une information la plus homogène possible entre les émetteurs. Septième recommandation, elle porte sur les indicateurs alternatifs de performance extra-financière. Là, le message, c'est à l'instar de ce que l'on peut faire et ce que l'on peut demander sur les indicateurs alternatifs de performance financière. Une très grande transparence est demandée et une réconciliation également avec les indicateurs réglementaires de sorte à avoir une information complète. Et puis enfin, la dernière recommandation, mais elle rejoint également ce que disait Christophe sur la CSRD, les émetteurs sont réellement encouragés à poursuivre leurs efforts d'adaptation de leur système d'information qui devraient pouvoir permettre de produire toutes les données conformes à la réglementation en ayant recours le moins possible aux clés d'allocation. Voilà, donc je clôt cette présentation avec ces quelques recommandations et puis je laisse à Bertie le mot de la fin. Merci beaucoup Virginie. Merci beaucoup Christophe aussi à distance. Donc ici se termine notre matinale. Merci à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions dans le chat, c'est déjà fait. Continuez à l'alimenter, on vous répondra par email très rapidement. Également, un replay de notre webinaire sera disponible et mis à votre disposition très rapidement, ainsi que notre support de présentation. Donc merci à tous et on vous souhaite tous les trois collectivement une très belle journée. À très bientôt.